Merci, Général, d'être parmi nous. Et puis, écoutez, je vais vous donner la parole pour une conférence bivolée. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais donc vous parler dans un premier temps essentiellement du Pakistan. Alors c'est vrai que le Pakistan n'est pas dans l'actualité peut-être immédiate, nous avons d'autres choses à nous occuper actuellement. On sait que tout ce qui se passe évidemment à travers le monde est beaucoup plus important certainement peut-être que ce qui passe au Pakistan, mais néanmoins, il est intéressant de s'intéresser à ce pays parce qu'il est situé dans une zone finalement stratégique. Les deux pays les plus peuplés du monde s'y trouvent, la Chine et l'Inde, l'Inde étant d'ailleurs maintenant le pays le plus peuplé devant la Chine. Le Pakistan, quant à lui, occupe la 5e place dans le monde au point de vue population. Et en ce qui concerne les pays musulmans, c'est le 2e pays musulman le plus peuplé du monde après l'Indonésie. Alors, le Pakistan est situé donc à l'extrémité occidentale de l'Asie du Sud, qui comprend 7 pays en réalité. L'Inde, bien sûr, le pays le plus important, le Pakistan à l'ouest, le Bangladesh à l'est, 2 pays himalayens, le Népal et le Bhoutan, et 2 pays insulaires, Sri Lanka et les Maldives. À ces 7 pays d'Asie du Sud proprement dite s'ajoute l'Afghanistan. Au total, donc, l'Asie du Sud, selon l'interprétation de notre ministère des Affaires étrangères, comprend 8 pays. Le Pakistan comprend 4 provinces. Au nord-ouest, en vert, le Pendjab, qui est la province la plus peuplée, 120 millions d'habitants à peu près, c'est-à-dire la moitié de la population du pays, qui s'établit à 240 millions. La deuxième province au sud-est est le Sindh. Ensuite, en jaune, vous avez le Baloutchistan. Et au nord-ouest, vous avez la province du Khyber Pakhtunkhwa, peuplée de Pashtuns. Et tout à fait au nord, vous avez le Cachemire, qui est un territoire, vous le savez, disputé entre l'Inde et le Pakistan. Et dans la partie administrée par le Pakistan, il y a en fait 2 zones. L'Azad Cachemire, qui veut dire le Cachemire libre, et le Baltistan, tout à fait au nord. Il se trouve que le Pakistan a 6500 km de frontières terrestres et environ 1050 km de frontières maritimes. Toutes les provinces pakistanaises ont des frontières internationales, ce qui prouve qu'elles sont toutes concernées par tout ce qui se passe à l'extérieur des frontières du Pakistan. Le Baloutchistan partage 2 frontières, l'une avec l'Iran et l'autre avec le Pakistan. Le Gilgit-Baltistan, au nord, partage, lui, 3 frontières, avec l'Afghanistan, grâce au corridor de Wakhan. Le corridor de Wakhan se trouve... Je ne sais pas si ça marche, non ? Le Wakhan est ici, non ? Donc le Gilgit-Baltistan partage 3 frontières avec l'extérieur, avec l'Afghanistan, avec la Chine et avec la partie du Cachemire administrée par l'Inde. Toutes les frontières du Pakistan sont artificielles. Elles séparent arbitrairement des populations identiques et ceci fait l'objet évidemment de différends. En plus, toutes les provinces pakistanaises frontalières, comme je l'ai dit, sont instables politiquement et économiquement. Les provinces occidentales, le Khyber Pakhtunkhwa et le Baloutchistan sont en effervescence. Les actes terroristes se succèdent de part et d'autre de ces frontières. Je vais donc examiner les relations du Pakistan avec ses différents pays voisins dans le sens des aiguilles du monde. Je vais commencer par vous parler des relations entre le Pakistan et l'Iran. Un différend existe entre les 2 pays. La partie sud-est de l'Iran, qu'on appelle le Séistan, est en effet peuplée de Pashtuns. Pashtuns,
qui peuplent essentiellement la province pakistanaise du Baloutchistan. Il y a donc là un différent, je dirais, frontalier. Un différent religieux existe également, puisque vous le savez, l'Iran est le pays chiite le plus important du monde. Le deuxième pays chiite en importance, après l'Iran, point de vue chiite, c'est donc le Pakistan, devant l'Irak. Donc différents frontaliers et différents religieux. Il y a des mouvements insurrectionnels de part et d'autre de cette frontière. Il y a des mouvements militantistes iraniens qui agissent au Séistan à partir de la province pakistanaise du Baloutchistan et réciproquement. Il y a des indépendantistes baloutches qui ont des bases arrières au Séistan, donc du côté iranien. Les attentats sont fréquents de part et d'autre de cette frontière. Les indépendantistes baloutches, qui sont vraiment extrêmement virulents, revendiquent en fait la création d'un grand Baloutchistan qui inclurait donc la partie baloutche de l'Iran ainsi que la partie baloutche de l'Afghanistan, car il y a dans le sud de l'Afghanistan également des Baloutches. L'Iran est extrêmement actif à l'égard des chiites pakistanais. La majorité de la population pakistanaise est sunnite, mais il y a 20% de la population pakistanaise qui est chiite. Et l'Iran investit énormément dans cette communauté chiite. Elle recrute des combattants chiites pour aller mener des combats en Syrie, aux côtés du dirigeant de Damas. Et ceci, évidemment, déplaît profondément au Pakistan, mais ce recrutement continue de se faire. Il y a quelques relations commerciales entre l'Iran et le Pakistan, mais ces relations ne sont pas d'une très grande importance. L'Iran fournit de l'électricité à la province pakistanaise du Baloutchistan et un gazoduc est prévu pour alimenter le Pakistan à partir des gisements iraniens. Mais là se pose le problème des sanctions américaines. Vous savez que les Américains ne veulent pas que les pays étrangers commercent avec l'Iran et les États-Unis exercent des pressions sur le Pakistan pour que ce gazoduc ne soit pas construit. Et en réalité, le gazoduc a été construit du côté iranien, mais il ne l'est pas encore du côté pakistanais. Il y a une rivalité également qui se produit actuellement entre l'Iran et le Pakistan en ce qui concerne l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays enclavé et il a besoin pour ses exportations et ses importations, qui certes ne sont pas très importantes, mais qui existent néanmoins, l'Afghanistan a besoin de ports. Il y a là une rivalité entre l'Iran et le Pakistan pour donc servir l'Afghanistan. Jusqu'à présent, le port pakistanais de Karachi servait pour le transit des marchandises vers l'Afghanistan ou à partir de l'Afghanistan. Depuis peu, l'Iran, avec l'aide de l'Inde, construit un port en eau profonde à Chabahar, qui se trouve ici. Et ce port iranien en construction avec l'aide de l'Inde concurrence le port pakistanais de Gwadar, qui vient doubler celui de Karachi ici. Donc concurrence entre l'Iran et le Pakistan en ce qui concerne donc le transit vers l'Afghanistan et en fait même au-delà vers l'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Voilà ce que je peux dire essentiellement des relations entre l'Iran et le Pakistan qui ne sont pas excellentes, c'est le moins qu'on puisse dire.
Qu'en est-il des relations entre le Pakistan et l'Afghanistan? Les problèmes concernent également le tracé de la frontière. La frontière qui sépare l'Afghanistan du Pakistan est totalement artificielle. Elle a été créée par les Britanniques en 1893 et le Pakistan a hérité de cette frontière qui est contestée. Comme vous le voyez sur cette carte, les Pashtuns peuplent la partie nord-ouest du Pakistan, la province du Khyber Pakhtunkhwa, le sud et l'ouest de l'Afghanistan. L'Afghanistan ne reconnaît pas ses frontières. Aucun gouvernement afghan, depuis l'indépendance du Pakistan en 1947, n'a reconnu cette ligne de frontière qu'on appelle la ligne Durand, c'était le nom du fonctionnaire britannique, et les talibans actuels ne reconnaissent toujours pas cette frontière. C'est en fait une frontière extrêmement artificielle qui divise des tribus, qui divise même des villages. J'ai eu l'occasion d'aller dans cette région à plusieurs reprises, région que j'ai fréquentée, qui m'a permis de faire un livre sur les Pashtuns précisément. Les Pashtuns constituent probablement la communauté tribale la plus importante dans le monde. 55 millions à peu près d'habitants, plus que les Kurdes par conséquent. Les Pashtuns sont divisés de manière inégale entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a en Afghanistan environ 20 millions de Pashtuns, ce qui représente à peu près la moitié de la population. Je dis à peu près parce qu'il n'y a pas eu de recensement en Afghanistan depuis très fort longtemps, pour les raisons que vous connaissez. Pays instable, en guerre, et qui continue d'ailleurs d'être instable. Donc, Pashtun, 20 millions en Afghanistan, environ la moitié de la population. Les autres communautés sont les Tadjiks, les Ouzbeks, etc. Les Hazaras aussi. Côté pakistanais, il y a 35 millions d'habitants. Donc le centre de gravité des Pashtuns se trouve incontestablement du côté pakistanais. 35 millions de Pashtuns, essentiellement dans la province frontière du nord-ouest, qu'on appelait comme ça auparavant, qui s'appelle maintenant le Khyber Pakhtunkhwa, mais on trouve aussi des Pashtuns au Baloutchistan et à Karachi. Les Pashtuns ne représentent que 17% de la population du Pakistan, mais ils jouent un rôle extrêmement important dans la vie économique du pays. Il se trouve que c'est dans cette communauté Pashtun que recrutent essentiellement les talibans. Les talibans pakistanais ont aidé les talibans afghans à créer le régime que l'on connaît actuellement à Kaboul. Et actuellement, ce sont les talibans afghans qui aident les talibans pakistanais pour que ceux-ci arrivent à imposer la charia, sinon à l'ensemble du Pakistan, tout au moins dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. C'est donc un sujet de friction entre les deux pays. Et l'Afghanistan sert actuellement de base arrière pour les talibans pakistanais, qui disposent des zones de repli, des camps, etc. Pour se prémunir de l'arrivée de talibans à partir de l'Afghanistan, le Pakistan a érigé, au fil des ans, une clôture le long de la frontière. La frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan court sur plus de 2100 km, région un peu montagneuse également. Donc c'est difficile de faire une clôture, mais ils l'ont fait. Parfois ce sont des tranchées d'ailleurs. La clôture et les tranchées sont parfois minées. Cette clôture a pour but non seulement d'empêcher les talibans de franchir cette frontière, mais aussi de limiter l'arrivée de réfugiés afghans au Pakistan. La situation en Afghanistan étant tellement mauvaise que beaucoup d'Afghans ont tendance à partir vers l'étranger, en premier lieu vers l'Iran ou vers le Pakistan.
Mais cette frontière, en réalité, malgré l'existence d'une clôture, reste poreuse. Il y a des infiltrations en permanence de rebelles, de talibans, mais aussi il y a des Afghans qui continuent, eux, d'arriver. Ceci dit, le Pakistan cherche à expulser les Afghans qui se trouvent sur son territoire. Il y en a environ actuellement 3 millions. Ils sont là de manière légale ou de manière illégale. Beaucoup de ces Afghans, en réalité, sont nés au Pakistan et ne connaissent même pas le pays d'origine de leurs parents. Et malgré tout, le Pakistan cherche à expulser ces gens-là vers l'Afghanistan, qui refuse évidemment de les recevoir pour différentes raisons, parce qu'il n'en a pas les moyens économiques de toute façon. En 2018, les zones tribales pakistanaises, le long de la frontière pakistanaise, ont été incorporées à la province de Khyber Pakhtunkhwa. Auparavant, elles étaient un peu autonomes, elles jouissaient d'un statut particulier et étaient administrées directement par le pouvoir fédéral à Islamabad. Ce n'est plus le cas actuellement. Ces zones tribales, qui sont le long de la frontière donc, de l'Afghanistan, sont maintenant incorporées totalement dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Je vous l'ai dit, l'Afghanistan ne reconnaît pas la frontière héritée de l'époque coloniale. Ce qui veut dire que l'Afghanistan revendique en fait la quasi-totalité de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa. Pour les Afghans, pour le régime taliban actuel à Kaboul, la frontière se situe sur l'Indus, ce qui est évidemment inadmissible pour les Pakistanais. Les talibans afghans rêvent d'un grand Afghanistan, ce qui paraît irréalisable, car les forces armées pakistanaises sont très puissantes et s'opposeraient évidemment à une telle réalisation. Le Pakistan, de son côté, pourrait être tenté de récupérer les zones pashtunes et créer de ce fait-là un grand Pakistan. Il y a peut-être des négociations qui se produisent en sous-main, je n'en sais rien, pour que cela se réalise. Donc d'un côté, tentative de créer un grand Afghanistan par l'Afghanistan ou un grand Pakistan par le Pakistan, mais ces deux scénarios me semblent assez peu vraisemblables et je crois que la situation actuelle perdurera. L'intérêt pour les Pakistanais de récupérer les régions pashtunes afghanes serait aussi de mettre la main sur l'amont des affluents de rive droite de l'Indus, notamment la rivière Kaboul, qui a donné son nom à la capitale afghane, et puis d'autres affluents également. C'est une dimension hydraulique qui existe dans les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les relations entre les deux pays, je vous l'ai dit, sont donc mauvaises, et cela se traduit sur le plan politique. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Afghanistan à Islamabad, et il n'y a pas d'ambassadeur du Pakistan à Kaboul. Les relations se situent au niveau du chargé d'affaires. Il y a un consulat afghan également à Peshawar, qui est la capitale du Khyber Pakhtunkhwa, mais pas de relations au niveau des ambassades. Les relations commerciales entre les deux pays sont en fait assez limitées. Il y a des transits de marchandises, je vous l'ai dit, vers Karachi ou à partir de Karachi, vers Gwadar ou à partir de Gwadar, mais ceci ne va pas loin. Il y a néanmoins des projets de construction d'une voie ferrée entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le problème se pose de l'écartement des voies, indépendamment des problèmes politiques, évidemment, des problèmes d'insécurité dont je parlais tout à l'heure. L'écartement des voies au Pakistan, comme dans le reste de l'Asie du Sud, est de 1,676 m. Et l'écartement standard que l'on trouve en Europe est seulement de 1,435 m. Donc le problème se pose. Il existe en Afghanistan une voie ferrée actuellement qui relie l'Ouzbékistan au nord de l'Afghanistan, dans un autre écartement, celui de la Russie, qui est encore un peu plus élevé que celui du Pakistan. Donc vous voyez, il y aurait un problème technique qui se poserait éventuellement pour la création d'une éventuelle voie ferrée. Mais nous n'en sommes pas là de toute façon pour des raisons politiques. D'autres projets ont également échoué.
il était question de créer un gazoduc qu'on appelle TAPI, du nom des pays concernés, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, TAPI. Un gazoduc qui devrait donc partir de l'Asie centrale pour relier l'Inde à travers l'Afghanistan et le Pakistan. Ce gazoduc ne peut pas être construit maintenant pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il a été également question d'exporter de l'électricité à partir du Tadjikistan. Il y a des grands barrages au Tadjikistan sur les affluents de l'Amou Daria. Mais ces projets de transfert d'énergie à partir de l'Asie centrale vers le Pakistan et même vers l'Inde sont voués également à l'échec pour les mêmes raisons que j'ai indiquées. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan. Maintenant, quelles sont les relations entre le Pakistan et la Chine? Le Pakistan possède une frontière commune avec la Chine. Grâce à cette frontière, les deux pays sont donc en communication directe sur 500 km environ. 500 km de frontière commune entre la partie du Cachemire administrée par le Pakistan et la Chine. Normalement, le Pakistan et la Chine ne devraient pas entretenir de relations très cordiales. Le Pakistan est un pays ultra-religieux, radical, et la Chine, bien sûr, communiste, pays essentiellement athée. Ceci dit, ces deux pays ont un point commun, c'est leur hostilité à l'égard de l'Inde. Et ceci fait que les relations sont très étroites entre les deux pays. Le Pakistan a besoin de la Chine pour sa défense face à l'Inde, car elle craint une menace indienne à tort ou à raison, et la Chine a besoin également du Pakistan pour contrer l'Inde. Il se trouve que les Pakistanais sont totalement silencieux à l'égard de la politique menée par la Chine au Xinjiang. Vous savez que les Ouïghours sont persécutés par les Han, qui peuplent de plus en plus cette région occidentale donc de la Chine. Eh bien, le Pakistan fait la sourde oreille sur la politique de Pékin à l'égard de ces Ouïghours. Il existe au Xinjiang des mouvements autonomistes, vous le savez, notamment l'East Turkestan Independent Movement, et ce mouvement a des militants qui agissent au Pakistan. Mais sur la demande de la Chine, le Pakistan arrête ces militants et les remet à la Chine. Je l'ai dit, le Pakistan et la Chine ont donc des frontières communes au Cachemire. Le Cachemire, en réalité, est un territoire qui a été contesté dès l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, contesté par les deux pays. Ces deux pays estiment que l'ensemble du Cachemire doivent leur appartenir. Plusieurs guerres, d'ailleurs, ont opposé l'Inde et le Pakistan à ce sujet. La Chine est également partie prenante. Il y a eu un accord qui a été signé en 1963 entre le Pakistan et la Chine pour accorder cette vallée à la Chine, qui se trouve près du glacier de Siachen. Donc, la Chine est très impliquée dans ce différend frontalier au Cachemire. Elle est impliquée d'autant plus que dans les années 50, la Chine a envoyé ses troupes en Axe-Chine, ici. Elle a même construit une route qui relie le Xinjiang au Tibet. Et récemment, vous le savez, des incidents ont eu lieu dans cette région, entre l'Inde et la Chine. Il existe une ligne de contrôle effective qui sépare les troupes indiennes et les troupes chinoises, mais l'intention de la Chine, en réalité, est de faire relier ces unités militaires qui se trouvent en Axe-Chine aux unités militaires pakistanaises qui se trouvent dans cette partie-là.
La ligne de contrôle qui sépare très arbitrairement la partie indienne de la partie pakistanaise du Cachemire n'a pas été définie ici. Pour les Indiens, la frontière continue jusque-là, la chaise du Siachen. Pour les Pakistanais, elle va jusque-là encore de Karakoram. Entre les troupes chinoises ici et les troupes pakistanaises ici, il y a simplement une distance de 80 km. Le but donc des Chinois est de relier l'Aksakchin à la partie ouest du Siachen. Si tel est le cas, et je pense que c'est le but ultime de la Chine qui ne le dit jamais, si tel est le cas, il n'y aura plus de frontière commune entre la Chine et l'Inde dans cette partie occidentale de l'Himalaya. À l'inverse, les Indiens qui revendiquent la totalité du Cachemire envisagent ou envisageraient de récupérer la partie administrée par le Pakistan. Si tel était le cas, il n'y aurait plus de frontière commune entre le Pakistan et la Chine. Mais ce scénario est absolument impensable, car les forces armées pakistanaises sont extrêmement bien équipées, très puissantes, et elles seraient aidées par les Chinois. Donc il est exclu absolument pour les Indiens de pouvoir récupérer cette partie occidentale du Cachemire. Les troupes pakistanaises et les troupes indiennes sont donc en contact sur le glacier de Siachen. C'est le théâtre d'affrontement le plus élevé au monde, plus de 5000 mètres, voire même 6000 mètres. Et les troupes indiennes également, qui sont maintenant positionnées face aux troupes chinoises en Aksakchin, combattent également, ou plus exactement sont en position de combat, à plus parfois de 4000 mètres et 5000 mètres. Des conditions absolument uniques au monde. 50 000 soldats indiens font actuellement face à 50 000 soldats chinois. Il y a eu récemment un accord de désengagement des troupes, mais en réalité, la Chine grignote petit à petit les territoires. La Chine n'envisagera pas un conflit armé avec l'Inde, mais elle entend profiter des vulnérabilités indiennes pour pouvoir éventuellement récupérer des territoires. Et elle progresse en réalité. Depuis son début d'occupation de l'Aksakchin dans les années 1950, la Chine a progressé au sud du col de Karakoram. Et elle continuera à le faire en fonction des événements. Donc, dans cette partie du Cachemire, vous le voyez, qui concerne 3 pays, la Chine, l'Inde et le Pakistan, 2 pays, la Chine et le Pakistan, sont en coalition contre le 3e, contre l'Inde. La Chine envisage de construire un véritable corridor économique entre le Xinjiang et le Pakistan. Vous le voyez sur cette carte. Il s'agit pour les Chinois de pouvoir s'affranchir, au moins partiellement, des communications maritimes. Par ce corridor économique reliant le Xinjiang à la mer d'Arabie, la Chine envisage de pouvoir exporter ses produits manufacturés et à terme de pouvoir également importer des hydrocarbures à partir de Karachi ou de Gwadar. Grâce à ce corridor économique, la Chine accorde des fonds, des prêts, au Pakistan pour développer ses infrastructures routières et ferroviaires, pour construire également un énorme barrage sur l'Indus. Mais le Pakistan a du mal à rembourser ses dettes, à payer les entreprises chinoises qui travaillent, et les Chinois estiment maintenant qu'il faut faire preuve de prudence, et c'est le cas. Les Chinois sont réticents pour étaler la dette des Pakistanais. L'Inde a très tôt clôturé la ligne de contrôle en réalité entre les 2 parties de Cachemire. Et j'en arrive maintenant ainsi à devoir examiner les relations entre l'Inde et la Chine, entre l'Inde et le Pakistan proprement dites.
Il existe une ligne de contrôle donc, qui a été clôturée par les Indiens tout le long de cette frontière, qui n'en est pas une en réalité. La ligne de contrôle entre les deux parties du Cachemire fait à peu près 870 km, sans compter la partie au nord vers le glacier de Siachen. Les Pakistanais servent de base arrière pour les insurgés cachemiris indiens. Il y a des passages qui se font malgré la clôture. À l'origine, le militantisme cachemiri est purement local. Il a commencé dans la partie indienne du Cachemire. Mais ce militantisme indien, du Cachemire indien, visant l'indépendance du Cachemire ou le rattachement au Pakistan, est à origine locale, mais en réalité, il est soutenu beaucoup par le Pakistan. Le Pakistan construit des tunnels également le long de cette ligne de contrôle, un petit peu comme cela se passe au Moyen-Orient. Il y a des drones également qui sont envoyés régulièrement à partir du Pakistan, à partir de la partie cachemiri du Pakistan. Des drones qui envoient des armes et des munitions, et parfois même également des drones armés. Le Pakistan, quant à lui, accuse l'Inde, ce n'est pas faux certainement, de soutenir les mouvements indépendantistes baloutches et pashtuns. C'est possible, peut-être, à partir de l'Iran ou à partir de l'Afghanistan, surtout à partir de l'Iran. Le Pakistan envisage de récupérer la partie du Cachemire, comme je le disais, non seulement pour des raisons religieuses, car le Cachemire est peuplé essentiellement de musulmans, mais également pour des raisons hydrauliques. Cela se passe exactement comme pour l'Afghanistan. Si le Pakistan réussissait à récupérer la partie orientale du Cachemire, elle aurait la main sur la partie amont de l'Indus et de ses affluents de la rive gauche. Et là, vous le voyez, il y a donc une dimension politique, une dimension hydraulique, une dimension hydraulique dans les relations entre les deux pays. Inutile de vous dire que les relations commerciales entre l'Inde et le Pakistan sont réduites à leur plus simple expression. Il existe un point de passage entre les deux provinces du sud du Pakistan et le Rajasthan pakistanais, mais cette frontière est très peu utilisée. Le point de passage essentiel se trouve au Pendjab, entre les deux Pendjab, le Pendjab indien et le Pendjab pakistanais, mais actuellement les relations sont réduites à la plus simple expression. Il existe également au Cachemire deux points de passage, mais qui ne sont pas utilisés actuellement. Il n'existe aucune relation entre l'Inde et le Pakistan dans le domaine de la lutte contre la détérioration climatique. Or, la situation là-bas est catastrophique pour différentes raisons. Pollution des cours d'eau, les brûlis également de chaume qui créent des conditions de vie absolument épouvantables dans les grandes villes. Il n'y a aucune discussion entre les deux pays et pourtant les problèmes sont les mêmes de part et d'autre. Ils auraient bien évidemment intérêt à s'entendre, ce qui n'est pas le cas. Il n'existe aucune relation maritime entre l'Inde et le Pakistan. Et il y a également un contentieux en ce qui concerne la frontière maritime entre la province indienne du Gujarat, plus précisément, et la province pakistanaise du Sindh. J'en arrive à ma conclusion, avant d'essayer de répondre à vos questions. Vous le voyez, les frontières du Pakistan, héritées de la période coloniale, ne sont pas immuables. Elles sont artificielles. Elles séparent des communautés tribales arbitrairement et elles compartimentent le bassin de l'Indus. Bassin de l'Indus qui est absolument essentiel pour le Pakistan, car sans l'Indus, il n'y aurait pas de Pakistan. Comme sans le Nil, il n'y aurait pas d'Égypte non plus. Ces frontières artificielles sont clôturées, comme je l'ai dit,
elles empêchent les mouvements de population et limitent les échanges commerciaux. Mais les terroristes les franchissent sans aucun problème, que ce soit de l'Afghanistan vers le Pakistan, que ce soit du Pakistan vers le Cachemire indien. Le problème Pashtun pourrait fort bien s'enflammer et une conflagration est fort possible, un conflit est fort possible entre le Pakistan et l'Afghanistan dans les années qui viennent. Quant au Cachemire, il restera une zone de forte tension, car il est convoité par trois grandes puissances, finalement l'Inde, la Chine et aussi le Pakistan. Le problème Pashtun fera incontestablement parler, je crois, à l'avenir. Il faudra suivre cette situation avec beaucoup d'attention. Il existe, je l'ai dit, une association réunissant les 8 pays d'Asie du Sud, mais cette association a été fonctionnelle, elle s'appelle en abrégé la SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Mais si elle fonctionne mal, cette association, car à cause des mauvaises relations essentiellement entre l'Inde et le Pakistan. Le commerce, par exemple, entre l'Inde et l'Afghanistan ne peut pas se faire à travers le Pakistan. Aucun transit n'est possible. De la même manière, le Pakistan ne peut pas commercer avec le Népal et le Bhoutan parce que l'Inde lui interdit. Donc les relations sont vraiment extrêmement mauvaises et continueront de l'être. Un problème également à souligner pour terminer, c'est que si les relations entre les gouvernements pakistanais et chinois sont bonnes, il n'en est pas de même au point de vue des populations. Or, il faut tenir compte dans les relations internationales ce que pensent les populations. Or, il se trouve que si le Pakistan tire profit incontestablement des investissements chinois au Pakistan, les populations sont assez mécontentes. Les Chinois ont construit dans les années 1970 à travers le Cachemire une route qui permet de relier le Xinjiang au Pendjab pakistanais. Cette route est en train de devenir une véritable autoroute. Ils la modernisent, ils construisent également à proximité de cette autoroute un grand barrage sur l'Indus, qui sera un des plus grands barrages du monde. Et ces investissements chinois créent des malaises dans la population pakistanaise, au Cachemire pour commencer. Car il existera au Cachemire des norias de camions qui iront du Xinjiang vers la mer d'Arabie et réciproquement, et ceci risque de détériorer l'environnement himalayen. Ce corridor économique Chine-Pakistan préoccupe également l'Inde, car l'Inde s'estime encerclée par ce corridor pakistanais chinois à l'ouest et un autre corridor qui existe entre le Yunnan chinois et la Birmanie. Donc, sentiment d'insécurité de l'Inde à l'égard de la Chine. Chine et Inde, Chine et Pakistan étant en collision. Voilà ce que je pouvais dire très brièvement sur ces relations donc compliquées du Pakistan avec ses voisins, des relations qui pourraient fort bien aboutir à des conflits du côté ouest comme du côté est. Et évidemment, le Pakistan craint des conflits simultanés côté ouest et côté est. Avant de répondre aux questions, peut-être que je vais aborder brièvement le problème d'Israël, si vous pouvez venir. Alors, évidemment, la situation au Moyen-Orient n'a rien à voir avec ce qui se passe en Asie du Sud. Néanmoins, un parallèle s'impose d'entrée de jeu. Israël et le Pakistan, il se trouve, nous en parlions tout à l'heure, ont un point commun, c'est que ces deux pays ont été créés pour des raisons religieuses. Israël a été créé pour donner un foyer aux Juifs, et le Pakistan a été créé pour créer un pays rassemblant non pas la totalité des musulmans de l'Inde britannique, mais tout de même une bonne partie. Donc, point commun entre Israël et le Pakistan. C'est le seul point commun, bien évidemment. Alors, Israël. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai été invité par le ministère des Affaires étrangères israélien
pour qu'il nous parle de la situation à Gaza et dans le sud du pays. C'était avant les événements qui secouent actuellement le nord d'Israël et le Liban. C'était auparavant. Nous avions dans notre délégation à peu près 9 personnes, ou 9 ou 10 personnes. Elle était dirigée par un ancien conseiller sécurité d'un ancien président du Conseil espagnol, Aznar. Et dans cette délégation, il n'y avait qu'un seul juif en réalité, un ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais. Il y avait dans cette délégation un ancien vice-premier ministre finlandais également, un ancien chef d'état-major des forces armées italiennes, un général américain, un général et un colonel britannique, et puis un amiral espagnol, et puis moi du côté français. Alors bien évidemment, comme nous étions invités par le ministère israélien des Affaires étrangères, vous vous doutez bien qu'ils ont présenté la situation sur un jour qui leur était favorable. Mais je crois que dans l'ensemble, ils ne nous ont pas menti. J'ai été, je dois dire, assez convaincu par ce que j'ai appris là-bas, sur place, au cours de cette semaine passée là-bas. Alors nous avons été reçus d'abord par le ministère des Affaires étrangères en Israël, à Jérusalem, pardon. Vous le savez, le gouvernement est installé à Jérusalem, sauf le ministère de la Défense qui, lui, est à Tel Aviv. Donc à Jérusalem, nous avons été reçus par le ministre des Affaires étrangères, M. Katz, qui depuis hier, je crois avant-hier, est devenu ministre de la Défense. Il a eu un changement de portefeuille, puisque le Netanyahou s'est défait de son ministre de la Défense, en chef d'état-major d'ailleurs des armées. Exposé général sur la situation politique internationale. Quelques exposés également d'ambassadeurs. Mais la partie la plus intéressante était la partie militaire. Nous avons été reçus donc au ministère de la Défense à Tel Aviv. Le ministère de la Défense est installé là-bas, non pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons, je dirais, d'infrastructure. Les Britanniques avaient à Tel Aviv un grand complexe dans le centre de Tel Aviv, et ils ont, les Israéliens, conservé ce complexe pour en faire le ministère de la Défense. Nous avons été reçus là par différents officiers généraux, y compris celui qui est responsable des relations publiques, relations avec la presse, c'est l'amiral, le contre-amiral. Il y a également un colonel d'origine française qui est là-bas, qu'on voit d'ailleurs parfois à la télévision. Alors il nous a exposé la situation, les généraux et les colonels. Incontestablement, le 7 octobre, les Pakistanais ont... un lapsus. Les Israéliens ont été surpris. Le pouvoir politique a été surpris. Les services de renseignement ont failli. C'est ce que nous nous a dit. Il y a bien eu des signaux qui ont été donnés par la base au commandement du renseignement, mais le général commandant le renseignement militaire n'a pas cru à la possibilité d'une arrivée massive de combattants du Hamas, et ces informations n'auraient pas été transmises au pouvoir politique. Donc la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre intervient plutôt aux militaires, au patron du renseignement d'une part, et peut-être aussi au chef d'état-major. Ceci dit, depuis le 7 octobre, il n'y a eu aucun limogeage de général. Tous les généraux qui étaient en place le 7 octobre sont restés. Il est vrai que le général commandant la région militaire du Sud, je crois que j'ai une carte. Non, je suis désolé. Le général qui commande la région militaire du Sud d'Israël, à Beersheva, à la limite de Negev, avait pris ses fonctions une semaine avant le 7 octobre. Donc évidemment, il ne peut pas être tenu responsable de ce qui s'est passé. Mais les autres généraux n'ont pas été licenciés, ils sont restés en place. Alors après les exposés que nous avons eus à Tel Aviv, nous sommes allés précisément à Beersheva, donc le PC de la région militaire sud. Nous avons été reçus par le général commandant cette région, qui nous a fait un exposé général de la situation. Et ensuite, on a vu une cellule qui m'a beaucoup impressionné, cellule tenue par des informaticiens civils et qui avaient revêtu l'uniforme militaire. Vous savez que là-bas, c'est une armée de conscription. Hein. Les jeunes garçons, les jeunes hommes sont tenus d'un service militaire de 3 ans, les filles de 2 ans, je crois. Cette cellule informatique était tenue par des informaticiens civils. Et
cette cellule était chargée de surveiller les téléphones portables de l'ensemble de la bande de Gaza. Vous savez, dans la bande de Gaza, c'est très peuplé, hein, c'est très petit, ça fait 40 km de long sur 20 km de large à peu près, mais il y a plus de 2 millions d'habitants. Beaucoup de téléphones portables par conséquent. Les Israéliens écoutent en permanence les téléphones portables de Gaza. Ils savent tout ce qui se passe. C'est très impressionnant. Et lorsqu'ils sont pris à partir d'un bâtiment, ils vérifient quelles sont les personnes qui sont dans le bâtiment. S'il y a des civils, s'il y a trop de civils, si la cible qui pourrait être traitée militairement n'est pas d'une importance suffisante, les Israéliens ne tirent pas. Ils cherchent quand même à limiter les pertes civiles. Mais lorsque la cible est importante, même s'il y a des civils dans l'immeuble, ils tirent. L'aviation, ou l'artillerie, ou l'hélicoptère, etc. Donc les Pakistanais sont parfaitement au courant de ce qui se passe là-bas. Alors il y a un dilemme, on en parlait tout à l'heure, il y a un dilemme qui se produit au sujet des téléphones portables. Les centrales électriques de Gaza ont été totalement anéanties par les Israéliens. La seule façon pour les utilisateurs de portables, c'est de les recharger à partir de générateurs. Le haut commandement estime que ces portables sont utilisés également pour le Hamas, ce qui est vrai. Alors le haut commandement aurait tendance à dire qu'il faut également détruire les générateurs pour ne plus pouvoir utiliser les téléphones portables. Mais ceux qui veulent du renseignement, au contraire, disent si, il faut continuer parce que grâce à ça, nous avons des renseignements. Nous avons été ensuite reçus par une survivante du drame qui s'est produit avec la rave party. Vous savez, ces milliers de jeunes qui étaient rassemblés à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Nous avons eu le témoignage émouvant d'une survivante qui nous a raconté comment elle s'est passée. C'est un terrain absolument plat, semi-désertique. Nous avons ensuite été reçus par un survivant d'un kibbutz. Nous avons visité ce kibbutz entièrement détruit, des taches de sang encore dans les chambres, des enfants, des femmes, etc. Et ensuite, nous avons été appelés à pénétrer dans la bande de Gaza. Auparavant, nous étions allés dans le nord de la bande de Gaza, mais pas dans le nord de la bande de Gaza elle-même, du côté israélien simplement. Et là, on avait vu des camions militaires qui passaient. Nous avons donc pénétré dans la bande de Gaza au sud, par un lieu de passage qui s'appelle Kerem Shalom. Et avant de partir, on nous a fait signer une décharge en disant si vous arrive quelque chose, ça vous risque péril. Signé. On a revêtu le casque lourd, j'ai les pare-balles et on est monté sur des pick-up. La frontière entre Israël et Gaza ne fait que 14 km. On l'appelle le corridor de Philadelphie. Je ne sais pas pourquoi, mais le corridor de Philadelphie. Nous avons donc longé ce corridor qu'on voit de pick-up. Nous avons été reçus au bord de mer par un commandant d'une brigade blindée qui assurait la sécurité dans ce sud de Gaza. Un territoire totalement contrôlé par l'armée israélienne. Il n'y avait plus de combat. Mais on entendait quand même du côté de Khan Younis, quelques kilomètres plus au nord, des tirs d'artillerie et des tirs de mitrailleuses. Nous sommes arrivés donc aux bordures de mer en longeant la banlieue ouest de Rafah, qui est la principale ville au sud de Rafah. La banlieue est totalement anéantie. Ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'autre choix, parce que au début, ils avaient essayé de pénétrer dans les maisons pour savoir ce qui se passait. Ils se sont aperçus que beaucoup de maisons étaient minées, ils perdaient beaucoup de monde, donc ils ont pris la décision de détruire les maisons carrément. Ils l'ont fait par l'artillerie, ils l'ont fait par l'aviation. Et tout ce que j'ai vu le long de la bande de la frontière égyptienne, c'est totalement tout anéanti. Tous les immeubles, toutes les villas sont vraiment détruites. En bordure de mer, il y avait ce qu'on appelait un village suédois. J'ai posé la question, pourquoi village suédois? Tout simplement parce que ce village, à proximité de la ville de Rafah, avait été construit avec des fonds suédois, anéantis également. Les Israéliens nous ont dit qu'ils avaient découvert de très nombreux tunnels entre l'Égypte notamment et la bande de Gaza, et aussi dans Gaza même, bien sûr. Ces tunnels entre l'Égypte et le sud d'Israël permettaient le passage de camions.
camions qui ramenaient du ravitaillement, certes, mais aussi des armes et des munitions, voire ce qu'il fallait pour construire des roquettes, car il existait dans les réseaux souterrains du Hamas des usines de fabrication de roquettes, chose absolument étonnante, quoi. Les combattants du Hamas avaient également installé des sites de lancement, non seulement, on le sait, près des hôpitaux, près des mosquées, près des écoles, mais aussi ils en avaient installé beaucoup le long de la frontière égyptienne, parce qu'ils pensaient que les Israéliens n'oseraient pas attaquer ces sites de lancement proches de l'Égypte, de crainte évidemment d'avoir des incidents diplomatiques sérieux avec le Caire. Donc ces sites étaient repérés, ils ont été en fait détruits par les Israéliens. Les Israéliens rencontrent un gros problème lorsqu'ils découvrent un tunnel. Le tunnel est découvert à la base par un soldat, un sergent, un sous-officier, un officier. Les rapports remontent très rapidement au niveau colonel général. Et que faire? Car dans ces tunnels, il y a peut-être des otages. Et il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut détruire en priorité les combattants du Hamas ou est-ce qu'il faut en priorité sauver les otages s'il y en a? Donc gros dilemme. Pour le savoir, ils ne peuvent pas envoyer des hommes, c'est trop dangereux, ils envoient des chiens. Et on a assisté à une projection de film, c'est vraiment réalisé. On voit un chien équipé de caméras qui rencontre un combattant du Hamas. Il saute sur le combattant du Hamas. Le combattant du Hamas réussit à sortir un pistolet et à tuer le chien. On l'a vu. Donc les Israéliens ont de très, très gros problèmes dans ce domaine-là. J'ai le sentiment qu'ils accordent plutôt la priorité à la destruction des gens du Hamas plutôt qu'à sauver les otages. Ils ne l'ont pas dit, évidemment. Ils cherchent à faire les deux, c'est vrai. Ils cherchent à détruire les infrastructures du Hamas, mais aussi à sauver les otages, ceux qui restent encore vivants. Mais je crois qu'ils privilégient vraiment la destruction des gens du Hamas. Pour eux, la situation est extrêmement complexe. C'est unique au monde. C'est une situation militaire qui n'a pas de précédent. D'autant plus que les combattants du Hamas, en fait, sont difficilement distincts des populations. Ils n'ont pas d'uniforme. Ils sont en civil. On nous a montré des caméras, des gens civils qui rentrent dans une maison et qui ressortent avec des armes. Les mêmes personnes. Donc pour les Israéliens, c'est extrêmement compliqué. Ils ont découvert à Gaza de très nombreux sites, je l'ai dit, de lancement, des usines de fabrication, des ateliers de fabrication de roquettes. Il y a des milliers de roquettes, il y en a encore certainement. Les combats continuent dans certaines manières et les infrastructures ne sont pas encore éliminées. Et les Israéliens rencontrent, on le sait depuis d'ailleurs, les mêmes problèmes dans le sud du Liban. Il y aurait dans le sud du Liban peut-être 150 000 roquettes prêtes à être tirées. Les Israéliens ont un système de défense antiaérien que j'avais vu d'ailleurs il y a quelques années. Mais ce système antiaérien peut faire face à des roquettes lorsqu'il n'y en a que 3 ou 4 de tirées, lorsqu'il y en a quelques dizaines, lorsqu'il y en a à la limite quelques centaines. Mais lorsqu'il y en a des milliers, ça ne sait pas faire. Donc, que faire? Pour se prémunir de telles menaces, il n'y a pas d'autre solution en réalité que de détruire à titre préventif les sites de lancement, qui sont plus ou moins connus des Israéliens. Sites de lancement qui se trouvent partout, dans les maisons, dans les jardins, dans les écoles ou à proximité des écoles, dans les hôpitaux ou à proximité des hôpitaux, des mosquées, etc. C'est ce qu'ils ont fait à Gaza et c'est ce qu'ils essayent de faire dans le sud du Liban, me semble-t-il. Ils essayent de démolir, évidemment, le plus possible d'infrastructures pour au moins être tranquille pendant 5 ans ou 10 ans. Ça ne résoudra pas le problème sur le plan politique, évidemment. En faisant ça, d'ailleurs, ils se condamnent à être condamnés sur la scène internationale. Ils le savent. Ils ont défranchi déjà la ligne rouge et ils continuent de le faire. C'est un véritable dilemme pour eux. Et puis à terme, je crois que la reine de bataille, là j'élargis un petit peu le débat, la reine de bataille finalement sera la démographie. Car les Israéliens sont relativement peu nombreux par rapport aux dizaines de millions d'Arabes qui les entourent. 20% de la population israélienne est d'origine arabe également. Il ne s'agit pas seulement pour les Israéliens de conquérir éventuellement des territoires, de les garder, comme ils l'ont fait sur le plateau de Golan, mais prendre des territoires peuplés
population hostile, ce n'est pas une solution. La population d'Israël est nettement inférieure donc, aux populations des pays qui les alentourent. La natalité chez les Israéliens est relativement faible par rapport à la natalité chez les Arabes, à l'exception des ultra-orthodoxes israéliens. Ils sont 600 000, c'est déjà pas mal. Qui sont exempts des services militaires d'ailleurs, et ça pose beaucoup de problèmes là-bas. Les gens ne veulent pas faire service militaire, et les militaires évidemment ne sont pas très contents de ça. Voilà ce que je pouvais dire finalement de ce témoignage rapporté de cette voyage, de ce séjour récent en Israël et dans le bande de Gaza. Je suis prêt, dans la mesure du possible où je pourrais le faire, à répondre à vos questions, aussi bien sur le Pakistan, sur l'Asie du Sud et sur Israël. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Donc il y a bien 2 volets. Je pense que pour organiser la discussion, il vaut mieux prendre un sujet et puis poser les questions. Vous répondrez et puis ensuite on prendra le deuxième. Donc par ordre chronologique, on va peut-être parler du Pakistan d'abord. Donc si vous avez des questions. En attendant, si vous voulez, je voudrais faire une petite remarque en ce qui concerne la démographie, si vous permettez. Je parlais de démographie à propos d'Israël. Je voudrais faire également quelques remarques à propos de la démographie en Asie du Sud, à propos du Pakistan en particulier. C'est très intéressant, je crois, que la démographie pour essayer de comprendre ce qui peut se passer à l'avenir. Dans ce qui est l'Inde actuellement, en 1947, il y avait 300 millions d'habitants. Actuellement, il y a presque 1,5 milliard d'habitants. Ce qui veut dire que la population de l'Inde a été multipliée par un peu plus de 3. Et vous le savez, la majorité des Indiens sont hindous, presque 80%. Si vous prenez la population du Pakistan actuellement, dans ce qui est le Pakistan actuel, l'ancien Pakistan occidental, il y avait en 1947 environ 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 240 millions. Vous voyez, multiplié par 8. Ce qui veut dire que la population musulmane augmente beaucoup plus que la population hindoue. Du côté du Bangladesh, cela se vérifie également. Il y avait en 1947 30 millions d'habitants au Bangladesh, il y en a actuellement 170 millions. Donc la population est augmentée par plus de 6, presque 6. Donc à terme, vous voyez qu'il y a certes une grande différence en Asie du Sud, dans l'ensemble de l'Asie du Sud, entre les hindous et les musulmans. 80% d'hindous en Inde, mais si vous prenez l'ensemble de l'Asie du Sud, la proportion est beaucoup moindre. Il y a 1 milliard d'hindous, c'est considérable certes, mais il y a aussi surtout 500 millions ou 550 millions de musulmans en Asie du Sud. Le centre de gravité, à vrai dire, de l'islam se trouve probablement dans cette région du monde, et je crois qu'il faudra prendre en considération ce critère démographique, car indépendamment du nombre, il y a parmi ces gens-là des extrémistes, évidemment, on le sait, et des idéologues également, qui peuvent influencer tous les musulmans qui se trouvent ailleurs dans le monde. Voilà, je suis prêt maintenant à répondre à vos questions dans la mesure où je pourrais le faire. Oui, en général, vous n'avez pas abordé le problème nucléaire. L'Inde et le Pakistan sont 2 puissances nucléaires et l'Iran va probablement accéder à la puissance nucléaire. Ce qui modifiera peut-être encore un peu plus ou complexifiera ou calmera le jeu dans le tableau que vous avez décrit très brillamment. Alors c'est vrai, je voulais en parler, je ne l'ai pas fait. Il est certain que ce problème nucléaire complique les choses. D'une certaine manière, ça joue également un rôle dissuasif entre l'Inde et le Pakistan notamment. Alors il se trouve que dans cette région du monde, effectivement, il y a des puissances nucléaires majeures, la Chine, l'Inde, le Pakistan. 3 pays nucléaires, plus bientôt l'Iran. Donc ça fait évidemment, ça complique les choses. Les choses sont très compliquées sur le plan politique, très compliquées sur le plan économique, très compliquées sur le plan sécuritaire, et en particulier, évidemment, avec ces dissuasions. Mais la dissuasion joue finalement, l'arme nucléaire joue finalement un rôle dissuasif entre l'Inde et le Pakistan, je crois, sans empêcher des conflits de dégénérer. Ça a été le cas, par exemple, lors du conflit limité de Kargil. Les Pakistanais avaient récupéré une partie du territoire du côté indien de la ligne de contrôle. Les Indiens ont réagi, mais ça n'a pas été au-delà, quoi.
Ça n'empêchera pas probablement des conflits encore limités, mais je crois que ça empêchera des conflits majeurs. Et comme je l'ai dit, la Chine n'envisage pas du tout d'agresser militairement de manière massive l'Inde, mais elle cherche au contraire à procéder par des grignotages, comme elle le fait d'ailleurs dans le domaine maritime en Asie du Sud-Est, à l'égard du Vietnam, à l'égard des Philippines, on le sait bien. Oui. Une chose que vous n'avez pas abordée, c'est les effets d'intégration que peuvent avoir les routes de la soie chinoise, ainsi que le corridor sud promu par la Russie. En quoi cela influe les relations locales? D'accord. Alors, oui, effectivement, la Chine construit un réseau qu'on appelle le collier de perles aussi. Hein. Ce sont des ports qui peuvent être utilisés à des fins militaires par la Chine, des ports civils essentiellement, qui peuvent servir d'escale. Il y en a au Cambodge, il y en a en Birmanie, à Kyoku. C'est le point d'aboutissement du corridor auquel j'ai fait allusion, qui relie le Yunnan au golfe du Bengale. Donc, point d'ancrage là. Point d'ancrage également en Bantota, dans le sud de Sri Lanka. C'est un port en eau profonde qui a été construit par la Chine, géré par la Chine d'ailleurs aussi, car il y a un problème d'endettement du Sri Lanka. Au Bangladesh, les Chinois ont construit une base navale près de Chittagong, qu'on appelle Chetchadoram maintenant, enfin peu importe. Au Pakistan, il y a Gwadar, qui est un port en eau profonde, aménagé par la Chine. Et il se pourrait bien que la Chine utilise également ce port à titre militaire. C'est vrai, les routes de la soie se développent, mais le corridor en fait partie d'une certaine manière aussi. Hein. Alors l'Afghanistan voudrait bien d'ailleurs rejoindre ce corridor, mais comme les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan sont très mauvaises, le Pakistan s'y opposera vraisemblablement. Quoi. Alors quant au corridor, il y a également d'autres corridors qui sont en cours de création par l'Inde notamment, à partir de Chabahar, ce port iranien, hein, près de la frontière pakistanaise. Ce port iranien, construit avec l'aide des Indiens, pourrait servir de point de départ vers un corridor qui relierait l'Afghanistan, l'Asie centrale et la Russie. C'est envisagé. Comme je l'ai dit, il y a des possibilités par voie routière. D'ailleurs, les Indiens ont construit des routes dans le sud de l'Afghanistan avant l'arrivée des talibans au pouvoir. Et je l'ai dit également, il y a possibilité de relier les réseaux ferroviaires d'Asie du Sud au reste enfin, l'Europe. Les problèmes d'écartement, enfin bon. Les Chinois sont évidemment très présents là-dedans. Les Chinois envisagent également de construire une voie ferrée par le corridor de Wakhan pour rejoindre l'Iran. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, le plus court chemin, c'est la ligne droite, mais bon. En général, dans le contexte actuel, la France a-t-elle des relations équilibrées entre le Pakistan et l'Inde ou au contraire a-t-elle une préférence? Alors il se trouve qu'à un certain moment, les relations militaires entre la France et le Pakistan étaient bonnes. Il se trouve que j'ai été attaché de défense au Pakistan lorsqu'on a vendu des sous-marins. Donc les relations étaient excellentes. Maintenant, elles le sont beaucoup moins. Tout simplement parce que l'Inde constitue évidemment un marché beaucoup plus important que le Pakistan pour la France, dans le domaine militaire, mais dans le domaine civil aussi, bien évidemment. Donc la priorité pour la France, incontestablement, c'est l'Inde. Nous avons vendu des sous-marins, vous le savez bien, à l'Inde, Scorpène. D'autres seront peut-être vendus. Donc l'Inde est privilégiée par rapport au Pakistan, incontestablement. Mais il y a des avions d'origine française, encore de Mirage, au Pakistan, qui sont entretenus encore avec l'aide de la France. Quoi. Les contacts existent sur le plan militaire, bien évidemment, encore, entre la France et le Pakistan, mais ils sont nettement moins développés que ceux qui sont entre la France et l'Inde. L'Inde est évidemment un client majeur. Pour la France, comme tous les autres pays du monde d'ailleurs, pour la Chine aussi, l'Inde est un client majeur.
indépendamment des problèmes politiques et militaires et sécuritaires qui peuvent exister entre l'Inde et la Chine, pour la Chine, l'Inde est un marché considérable. Puis il n'y a pas forcément 1,4 milliard de consommateurs, mais il y a quand même une classe moyenne assez importante qui est vraiment qui doit être prise en considération par la France et par les autres pays, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, pardon. Merci beaucoup tout d'abord pour cet exposé clair et des commentaires que vous avez pu faire à l'instant. Qu'en est-il des droits de l'homme au Pakistan, du respect des droits de l'homme et de l'influence de la France et de l'Europe en général sur cette question? Les droits de l'homme ou les droits de la femme? Les droits de l'homme en général, soyons humanistes. Bon. Alors évidemment, c'est pas un pays modèle, le Pakistan, incontestablement. Oui, il y a une marge. Ceci dit, comparé à l'Afghanistan, c'est quand même beaucoup mieux. L'Afghanistan est évidemment le pays par excellence où les droits de l'homme ne sont pas la priorité absolue. Les droits de la femme, évidemment, on le sait bien. Alors au Pakistan, la condition des droits de l'homme n'est pas terrible, ça, il faut bien le dire. Hein. C'est pas un régime théocratique, mais il n'empêche que les partis religieux sont extrêmement puissants. Les partis religieux n'ont jamais remporté des élections, mais ils sont toujours près du pouvoir. Et ils ont des influences considérables grâce aux madrasas, qui sont des écoles qui ne sont pas du tout contrôlées par l'État. Et dans ces madrasas, il y a des gens qui sont formés pour la guérilla, qui veulent prôner la charia, qui est évidemment très défavorable au statut des femmes. Il y a d'ailleurs également un statut particulier qui existe dans les tribus Pashtun, ce qu'on appelle le Pakhtunkhwali. Et ce code civil n'est pas plus favorable à l'égard des femmes que le régime de la charia, en réalité, peut-être même encore plus défavorable. Donc ce pays, évidemment, n'est pas un modèle à considérer dans le domaine des droits de l'homme. La liberté de la presse est relativement limitée. Il y a des gens qui sont persécutés pour leur religion. Les hindous sont évidemment persécutés d'une certaine manière. Il y a une communauté hindoue d'environ 3% au Pakistan qui habitent surtout dans la région du Sindh. Ces gens-là sont assez malheureux. Les chrétiens également du Pakistan sont très malmenés. Il y a des cas de blasphémie qui sont assez fréquents. Des condamnations à mort sont même prononcées. Elles ne sont pas exécutées, mais enfin elles sont prononcées. C'est évidemment très inquiétant. Ceci dit, côté indien également, c'est pas toujours non plus mieux. Hein. Enfin, c'est plutôt mieux du côté indien, mais enfin, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. L'athéisme est assez mal vu. D'ailleurs, en Inde, par exemple, je me souviens, on peut pas échapper à la communauté auquel on appartient. C'est pareil au Pakistan. On est soit musulman, soit on est hindou. Quand quelqu'un se déclare athée, on lui dit « Vous êtes athée, d'accord, mais vous êtes athée hindou ou vous êtes athée musulman ?» On n'échappe pas à sa communauté. Donc les droits de l'homme, effectivement, là-bas, c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais vous le saviez. J'espérais. Et je ne vois pas d'amélioration possible dans l'état actuel des choses. Il y a en France et peut-être dans d'autres pays européens de fortes communautés afghanes, Pashtun. Quel intérêt ont-ils à venir en France et peut-être ailleurs en Europe? Alors je ne sais pas quelle est la proportion de Pakistanais et de Pashtuns en particulier qui vivent en France, je ne sais pas. Il y en a beaucoup plus évidemment en Grande-Bretagne, qui est l'ancienne puissance coloniale. Là, il y en a beaucoup en Grande-Bretagne. Ces Pashtuns font parler d'eux. Les diasporas sont importantes pour tous les pays du monde, pour l'Inde. Il y a 30 millions d'Indiens dans le monde. Il y a 10-15 millions de Pakistanais probablement dans le monde. Ils sont utiles sur le plan politique. C'est un relais possible entre le Pakistan et les différents pays étrangers où sont installés les Pakistanais. Les Pakistanais, les Pashtuns en particulier, on en trouve beaucoup également dans les pays du Golfe. Et ils sont importants sur le plan économique, car ils rapatrient une partie des sommes qu'ils gagnent en Inde ou au Pakistan. C'est donc important. Les Pashtuns sont très travaillés sur le plan politique à l'étranger, incontestablement. Les diasporas constituent des fervents politiques.
aussi bien pour les Indiens que pour les Pakistanais. D'ailleurs, ces diasporas indiennes et pakistanais, quelquefois, sont en opposition les unes aux autres, aux États-Unis, au Canada, par exemple. Les communautés sikhs, les communautés pashtunes, sont extrêmement actives dans la plupart des pays du monde, en Amérique du Nord en particulier. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais les Pashtuns constituent la majorité des gens qui se réfugient au Pakistan et en Iran, incontestablement. Mais ils sont également très nombreux pour ceux qui viennent en Europe et ceux qui viennent en Amérique. Mais les Pashtuns, comme je l'ai dit, ne constituent pas la majorité des Pakistanais, seulement 17%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Oui, mon général, vous n'avez pas du tout parlé des deux périodes, d'abord de la présence soviétique et de la tentative des Russes de remettre peut-être de l'ordre en Afghanistan, enfin c'est à discuter, et puis surtout de la présence de l'Occident, c'est-à-dire des Américains et pour aussi essayer de libérer l'Afghanistan des talibans. Bon, ça s'est terminé comme on le sait. Est-ce que ça veut dire quoi? Que la communauté internationale considère que l'Afghanistan est maintenant aux mains des talibans et ad vitam, je dirais? Ou est-ce qu'il y a des réflexions pour essayer que l'opposition, je dirais, démocratique on avait essayé de mettre en place, c'est une idée qui est oubliée? Bon, je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question. Vous posez la question concernant la Russie et les États-Unis, c'est ça? En Afghanistan. Quelle? Je ne sais pas, non Oui, si vous voulez, il y a eu comme tous ces efforts de la communauté internationale en Afghanistan. Bon, ça s'est terminé par le départ des Américains, le départ des Français, et donc est-ce que ça veut dire que la communauté internationale considère que l'Afghanistan est aux mains des talibans, et ceci à jamais, je dirais? Alors l'Afghanistan a intéressé évidemment les Russes qui voulaient accéder aux mers chaudes, on le sait bien. Hein. Ils sont intervenus militairement en 1979, ils sont partis en 1989, ils sont restés 10 ans là-bas. Ils ont laissé une marque relativement importante. Et puis après, il y a le phénomène américain, évidemment. Les États-Unis, maintenant, ne considèrent pas l'Afghanistan, à ma connaissance, comme une priorité absolue. Pour les Américains, la priorité absolue, évidemment, c'est l'Ukraine, c'est Israël, et puis c'est la Chine. C'est la Chine. Ceci dit, les Américains veulent imposer, je l'ai dit, leur façon de traiter l'Iran. Ils veulent interdire le commerce avec l'Iran et cela touche évidemment le Pakistan. Ceci dit, les Américains sont encore évidemment sont présents bien sûr au Pakistan, mais c'est surtout également avec l'Inde que les Américains traitent également. Alors il y a un renouveau de relations entre la Russie et le Pakistan, qui était mauvaise évidemment, puisque le Pakistan avait aidé les Moudjahidines contre les Soviétiques. Les relations se sont un peu améliorées, y compris dans le plan militaire d'ailleurs. Il y a eu des exercices militaires conjoints entre des troupes russes et des troupes pakistanaises. Mais ceci dit, ne va quand même pas très loin. Je crois que les Russes misent essentiellement l'Iran, maintenant. Une autre question? Bon, d'abord, mon général, je vous remercie de tout cet exposé sur une région qu'on n'est pas forcément obligé de connaître dans les détails. Ça a l'air assez complexe quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux, et vous les avez bien mis en valeur, il y a des enjeux stratégiques pour le monde futur, c'est-à-dire dans les 10 ou 20 ans, cette région-là va certainement être le siège de phénomènes importants qui vont fatalement nous impacter. Donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de votre exposé sur Israël. Pardon ? Non, sur les questions sur Israël. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la deuxième partie de votre exposé ? Alors là, il y en a plein. Bon, alors... Est-ce que, d'après votre séjour, vous vous êtes rendu compte de... Faudrait faire passer. Est-ce que l'état-major israélien, les dirigeants israéliens, l'état-major israélien croient encore
Question difficile, évidemment. Je crois qu'il y a encore des otages vigilants, je crois qu'ils le croient. Et à chaque fois qu'ils découvrent un tunnel, ils en découvrent encore, ils sont confrontés à ces situations. Est-ce qu'il y a des otages dans le tunnel? Est-ce qu'il n'y en a pas? Véritable problème. Mais j'ai le sentiment, je vous l'ai dit, que la priorité pour eux, pour le pouvoir politique, c'est d'abord d'éliminer les gens du Hamas. C'est triste à dire, ils ne le disent pas ouvertement, mais ils sacrifient un petit peu les otages. Ce qui, évidemment, explique le ressentiment de la population à l'égard du gouvernement. Il y a vous savez, il y a une opposition très forte en Israël contre Netanyahou. On lui reproche de ne pas faire le nécessaire pour libérer les otages, quoi. Ça explique d'ailleurs la situation, la démission ou le limogeage du ministre de la Défense il y a 2 jours, quoi. C'est un véritable problème pour eux. Il y a un ressentiment de la population également à l'égard des militaires, à l'égard des généraux. On estime qu'ils ont failli dans le domaine du renseignement, en particulier, effectivement. Ils n'auraient pas transmis le renseignement au pouvoir politique, comme je l'ai dit. Donc on en veut aux généraux. Mais ceci dit, les rapports entre l'armée et la nation sont excellents, pour la bonne raison que l'armée, c'est la nation. C'est une armée de conscrits. Ce qui est très impressionnant, quand on va en Israël, j'étais il y a quelques semaines, on voit des gens en armes partout. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles avec un fusil, ils partent en permission ou ils rejoignent le front. C'est assez étonnant, quoi. C'est un peuple qui vit une période existentielle en réalité, quoi. Ils ont le sentiment d'être... Pour eux, c'est une question d'existence, quoi. Ils se sentent pas suffisamment soutenus. Je pense que l'élection de Pront va les encourager d'une certaine manière, parce que si ça avait été Harris, je crois que ça aurait été très, très, très néfaste pour les Israéliens, quoi. Ils préféraient les Israéliens, préféraient nettement Trump, quoi. C'est absolument évident, quoi. Mais la situation est très loin d'être terminée, quoi, avec ce qui se passe actuellement en Liban. Mais quand on circule un petit peu, je suis allé par exemple sur le plateau de Golan il y a quelques années, on prend tout l'intérêt militaire pour les Israéliens de rester là-bas. Quand on est au Golan, on domine la plaine de Quneitra dans le sud de la Syrie, et réciproquement, ça empêche les Syriens d'être sur le plateau de Golan et de voir ce qui se passe en Galilée. Donc, sur le plan politique, évidemment, c'est tout à fait différent et condamnable, probablement peut-être, mais sur le plan militaire, je comprends très bien l'intérêt pour Israël de rester sur le Golan. De la même façon qu'il serait intéressant pour Israël, sur le plan militaire, certainement, de vider Gaza de sa population. Mais seulement, sur le plan humanitaire, évidemment, c'est quand même assez contestable, bien sûr, hein. Encore une fois, conquérir des territoires, c'est bien, mais à partir du moment où vous avez des populations hostiles, c'est évidemment extrêmement défavorable. Mon général, est-ce que les autorités israéliennes vous ont fait part de la façon dont ils pensent terminer le conflit et quelle pourrait être la situation ultérieure par rapport donc au groupe du Hamas et autres qui sont dans les parages? Alors, comme je le disais, les Israéliens sont confrontés vraiment à un problème existentiel. Ils font face à des menaces qui viennent un peu partout. Menaces évidemment de la part du Hamas, menaces de la part du Fatah en Cisjordanie, menaces de la part du Hezbollah au Liban, menaces également à partir du Yémen, les Houthis. Et derrière tout ça, il y a évidemment l'Iran, qui est le pays hostile le plus dangereux pour Israël, quoi. Je ne sais pas du tout comment ça pourra évoluer entre Israël et l'Iran, mais il y a un risque d'escalade peut-être, mais je crois que l'Iran est freiné quand même par le fait de la présence américaine. Et avec l'arrivée de Trump en particulier, ça va sans encore freiner davantage les Iraniens, quoi. Il y a quand même des militaires américains qui sont déployés dans la zone. Des bombardiers ont été, je crois, déployés, je ne sais pas exactement où, mais 52. Et puis il y a des porte-avions américains qui croisent également au large, quoi. Donc on peut penser quand même que ça restera, je crois, à un niveau inférieur à une guerre totale entre Israël et l'Iran, je crois. Mais ça risque de se poursuivre assez longtemps. Je crois que les Israéliens maintenant veulent vraiment mettre à plat le plus possible les infrastructures militaires de toutes ces organisations, Hamas, Hezbollah, etc., pour être tranquille au moins pendant quelques années, quoi. Mais ce qui ne réduira pas, évidemment, l'idéologie. Le problème est là, quoi. Puis les Israéliens estiment peut-être qu'il peut y avoir 2 attitudes possibles de la part des Arabes. Les gens se disent, les Arabes peuvent se dire, vraiment, on ne peut plus soutenir des gens comme les Hamas qui nous amènent à terre de malheur. Il faut vraiment avoir adopté une attitude plus positive à l'égard d'Israël. Ou au contraire, les destructions, les pertes civiles causées par Israël
peuvent provoquer un sentiment d'agressivité à l'égard d'Israël encore plus grand, quoi. Tout le problème est là. Mais il me semble que les pays arabes ont une attitude relativement modérée à l'égard finalement de ce qui se passe. Ils sont relativement silencieux. Je dirais que le pays le plus virulent à l'égard d'Israël, le plus violemment anti-israélien, c'est probablement le Pakistan. La presse pakistanaise est extrêmement anti-israélienne. Il y a dans tous les journaux pakistanais, tous les jours, des condamnations d'Israël. Ils ne font absolument pas référence au 7 octobre. Ils estiment qu'Israël est responsable de tout ce qui se passe et accusent Israël de génocide. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. J'aurais tendance à penser que le génocide, s'il est souhaité, c'est plutôt du côté du Hamas, qui dans sa charte prévoit finalement la destruction totale d'Israël, ce qui n'est pas le cas du tout d'Israël. Israël n'envisage pas du tout de détruire la population. Il sait bien de toute façon qu'il peut le faire, et puis c'est pas son intérêt, évidemment. Sur le plan humanitaire, sur le plan politique, c'est absolument impensable. Les Israéliens essayent vraiment, je crois, de limiter les pertes civiles. J'ai vu une piste en construction dans le sud de Gaza, construite par les Israéliens, pour donner des aliments aux gens de Gaza. Ceci dit, les Israéliens, je vais un peu plus loin que votre question, mais les Israéliens ne prennent pas la responsabilité de la distribution des vivres à Gaza. Ils sont responsables de l'acheminement des convois humanitaires sur la frontière, mais à partir du moment où les convois ont franchi la frontière, ce sont les organisations locales de Gaza qui s'en occupent, y compris le Hamas, qui se sert en premier. On dépend des populations quelquefois. Oui, j'ai envie de vous poser une question un petit peu sensible. L'Israël est une puissance nucléaire, c'est moi en général. L'Israël est une puissance nucléaire. Et au cours de, vous qui connaissez bien le pays, et au cours de votre voyage, est-ce que ce sujet-là, dans le cadre du conflit actuel ou dans un autre cadre, qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'il est soulevé, ce problème de l'utilisation du nucléaire? C'est important quand même. Alors, ce problème nucléaire n'a absolument pas été évoqué pendant notre séjour. C'est un problème ultra confidentiel. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les Israéliens n'en parlent jamais, mais on le sait, ils ont la bombe. Ils ont un centre de recherche nucléaire à Dimona, dans le désert de Negev, au sud de Beersheba. Ils ont la bombe, incontestablement. Où les essais ont-ils été faits? Je ne sais pas, aux États-Unis, peut-être même en laboratoire, je ne sais pas. Ils ont la bombe, c'est certain, mais c'est l'arme ultime, c'est impensable de l'utiliser, quoi. Ouais, mais, oui, peut-être dans ce conflit actuel, mais est-ce qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'utilisation de l'armement nucléaire en Israël, par exemple, dans un conflit plus général, peut-être, que celui d'aujourd'hui? Non, je crois que l'Israël n'utilisera pas la bombe nucléaire, ou alors il estime que c'est la fin, quoi. Mais ça serait un suicide également pour Israël, quoi. Simplement parce que les Iraniens ont probablement aussi la bombe, ou ne sont pas loin de l'avoir, quoi. C'est de la dissuasion, quoi. Il y a une dissuasion aussi qui existe là, comme ça existe pour le Pakistan, entre le Pakistan et l'Inde. La dissuasion existe également entre l'Iran et Israël d'une certaine manière, quoi. Mais ceci dit, les Israéliens développent leur capacité nucléaire, je crois, non seulement dans le domaine pour fabriquer les bombes elles-mêmes, mais pour avoir des vecteurs, y compris des vecteurs maritimes dans des sous-marins. Et je ne sais pas s'il y a la possibilité de tirer des armes nucléaires à partir de sous-marins, je ne crois pas, mais enfin, ils ont une dimension maritime, les Israéliens. Je ne l'ai pas signalé, mais quand on est allé sur le bord de la mer, le long de la frontière égyptienne, on a vu au large des navires israéliens qui surveillaient également la côte, quoi. Les Israéliens contrôlent Gaza sur le plan terrestre, mais également empêchent le ravitaillement à partir de la mer, grâce à leur navire, grâce à leur marine, car ils ont une marine, bien sûr, dans les côtes, dans la marine. Merci. Écoutez, mon général, merci beaucoup pour ces deux interventions, ces réponses aux questions. Et puis je me permets de signaler que vous avez 2 exemplaires d'un livre qui s'appelle Les Pashtuns, pardon, vous nous en avez parlé, Un grand peuple sans pays. Voilà. Qui est... Sans pays parce qu'ils en ont 2, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci encore.